Sur le plateau de Roue Libre, voilà l'émission cyclisme de la First Team pour ceux qui ne connaissent pas. On est très heureux de vous retrouver en live. Voilà, on n'était pas là hier, mais on est de retour dès aujourd'hui pour l'étape 6 de 11h. On est là 1 heure ensemble. On espère qu'on va passer un très bon moment. Quand je dis c'est le Polo qui est là. Comment ça va mon Polo, la forme? Ça va très bien. Enfin les choses sérieuses. Moi je ne vis que pour ces courses de 3 semaines et que pour la montagne. Et aujourd'hui j'ai les deux, donc ça va être génial. C'est vrai que là, ça y est, c'est le début de la montagne. Pour ceux qui n'ont pas vu le parcours du Tour de France, et on va évidemment tout décortiquer avec le deuxième spécialiste de ce plateau. Comment ça va, Robin? Ça va super, je suis très content de retrouver le live. Ils nous ont manqué hier, on se sentait un peu orphelin. Là c'est bon, on les retrouve. C'est vrai. C'est vrai que c'était un peu compliqué, mais on a eu plein de commentaires sympas sur notre chaîne YouTube First Team Sport par rapport notamment à la rétro-chronique du vélo que vous avez faite, les gars. Donc voilà, bravo à vous. Même moi sur le plateau, j'étais en régalade totale. Voilà, parce que je le rappelle, les émissions sont sur YouTube à la fin, sur First Team Sport, la chaîne YouTube. Programme de la journée, récap de la 5e étape remportée par Peter Sagan. Voilà, il l'a voulu, il l'a eu. On va ensuite aller sur la preview de l'étape 6. Cette étape 6, elle est très attendue. Elle arrive à la planche des belles filles. C'est le début de la montagne. Débat sur la Movistar, ils sont discrets. Bah ouais. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on va les voir dans les prochains jours? Donc, on va s'intéresser particulièrement aux leaders de la Movistar. On enchaînera avec la chat room. Bien évidemment, je vois déjà des messages. Un petit espoir aussi pour Pinot, notamment. Il y a déjà des questions. Hein. On se demande d'ailleurs pourquoi Robin n'a pas de chemise aujourd'hui. Voilà, effectivement, qu'il y avait une belle chemise. Il laisse rien passer. Évidemment. Donc voilà. Donc ce sera votre moment. Et après, on passera à la rétro-chronique du vélo, qui est aujourd'hui, Robin, sur Le ballon d'Alsace. Pourquoi? Parce qu'on passera aujourd'hui dans cette étape 6 par le ballon d'Alsace. Donc voilà, et ça a été un moment historique à le ballon d'Alsace du Tour de France, mais on vous en dira plus tout à l'heure. Voilà. Exactement. Et on terminera bien évidemment par le quiz comme à chaque émission que vous suivez de manière très assidue, bien évidemment. On lance donc cette émission avec le récap de la dernière étape et donc la victoire de Peter Sagan. C'est parti. La victoire de Peter Sagan, c'était à Colmar. Il a gagné devant Wout van Aert et Matteo Trentin, une étape qui est arrivée au sprint. Bah ouais, voilà, elle est arrivée au sprint. On s'y attendait pas forcément. On avait, disons, un espoir, même si on est toujours heureux de voir gagner Peter Sagan. Mais c'est plus le déroulé de la course. On a un peu dormi, mon Polo. On a un peu dormi et finalement, ces petites difficultés vosgiennes ont été galvaudées. Même si ça a quand même suffi à éliminer les sprinters, on finit quand même avec un peloton de 77 coureurs. C'est énorme pour ce type de profil. Un profil qui aurait pu aussi convaincre les baroudeurs de tenter le coup de loin. Finalement, il n'y a qu'un petit groupe de 4, si je ne me trompe pas. Ouais, 5. Petit groupe de 4, c'est dommage. Étape vraiment galvaudée. Je ne sais pas si les gens gardaient leur force pour tout faire péter aujourd'hui ou pas. Mais c'était un peu décevant. Et finalement, le sprint, qui était finalement un beau sprint, un sprint de costaud remporté par un costaud, relève un peu cette étape qui était pour le coup triste pendant les 99% de ce parcours. On le voit, hein, ce sprint remporté par Peter Sagan. Gros travail de la Bora, quand même, faut le reconnaître. Et de la Sunweb aussi, qui a beaucoup travaillé pendant toute l'étape. Ils la voulaient, ils l'ont eu, celle-là, Robin. Ouais, la Sunweb, ils ne l'ont pas eu. Hein. Non, la Sunweb, non. Tu fais 6e sauté sur la ligne par Julien Simon. Sunweb, je ne sais pas s'ils vont en avoir une pendant ce Tour de France, mais Bora, oui, ils ont fait le job hier. On parlait un peu du maillot vert après le sprint d'avant-hier avec Elia Viviani. On voit, voilà, c'est sur des journées comme ça où Peter Sagan gagne l'étape, marque des gros points et où des garçons comme Viviani, comme Groenewegen ne sont pas là. Donc c'est là que ça fait la différence. Après, voir les Colbrelli, les Matthews, les Sagan, Van Avermaet aussi, passer cette difficulté et se jouer la victoire. On l'avait un petit peu prédit malgré tout hier, mais c'est vrai que tous les trois, je crois, on avait misé sur une victoire de l'échappée. Et en fait, ça s'est joué sur le fait qu'il y a seulement 4 mecs qui partent. Et c'est pas assez. Il aurait fallu une groupe d'une dizaine de mecs avec plus d'équipes représentées à l'avant, donc moins de mecs pour rouler derrière. Bora, de toute façon, n'aurait emmené personne dans l'échappée. Mais s'il y avait on la voit là, cette échappée de 4 coureurs, du coup, avec, si je me souviens bien, Tom Skujins. Après, il y avait Skujins. Wellens, il y avait, j'ai oublié qui était le... Simon Clark et Simon Clark, Max, le mec s'était déjà échappé.
qui s'était déjà échappé le Katusha là. Exactement. Déjà échappé en début de tour. Mais c'est pas assez, tu vois, il y a 4 équipes seulement concernées. En plus, c'est des équipes. Bon, alors, il y avait des sprinters chez certaines de ces équipes, mais il aurait fallu que Jumbo et Visma aient quelqu'un devant, comme ça ils auraient pas roulé, qu'éventuellement. Ils ont même pas essayé d'apprendre cette échappée en début d'étape. Voilà. Jumbo Visma. La Bora a roulé dès le début de l'étape. Ils étaient sûrement plus confiants que nous, en fait. Passer Sagan. Ils se doutaient que leur sprinter passerait et ils ont voulu miser là-dessus. Et en plus, il y a clairement les gros baroudeurs du peloton comme Thomas de Rent qui ont été empêchés de sortir. Il y a eu une première échappée qui est sortie avec Thomas de Rent et en fait, les Bora ont roulé pour pas qu'il sorte, tout simplement. Ouais, clairement, les Bora ont fait le tempo directement. Ils n'ont jamais pris plus de 2 minutes 30 d'avance. Et ensuite, dans la dernière difficulté, la Sunweb a imprimé un tempo suffisant pour que les sprinters se fassent lâcher, mais que Michael Matthews passe la difficulté. Voilà, pour la Bora et pour la Sunweb, le contrat était rempli, même si Michael Matthews ne conclut pas à l'arrivée. Pour Sagan, c'était du tableau noir et c'est bravo à la Bora et bravo à lui. Voilà, certains nous préviennent que c'est Wurtz. Voilà, Oui, voilà. on l'avait. Polo, tu l'as dit, vous avez tous les trois un vélo. Bah, j'en ai un, mais moi, il est crevé. Malheureusement. Enfin, moi j'en ai 2, j'en Faut que vends je un. le change. Tu le vends? J'en vends un des deux. Ah bon, d'accord. Bon, bah, faudra que... Moi, j'ai un vélo avec un gros moteur. Ça vous fait penser à certains coureurs d'un peloton quelques années Et auparavant. tous les jours, tu vas nous mettre un truc sur Cancellara, quoi. Aujourd'hui. Déjà, il y a 2-3 jours, on avait droit. Je ne sais pas qui c'est. Moi, j'aime beaucoup Cancellara. Moi aussi, Grand j'aime bien. J'aime bien. On va être très clivant tout de suite Vous vis-à-vis avez des terminé rouleurs. le débat polémique là. Ouais. Ok. On le garde. On peut revenir à la course. Je voulais qu'on parle notamment de Wout van Aert qui termine deuxième de cette étape-là. Qu'est-ce qui lui manque en gros pour passer un petit cap? Il est là, voilà, il dit je savais qu'il y aurait du vent de face dans le dernier kilomètre. Il était plus pertinent d'attendre le plus tard possible pour lancer son sprint, mais je pense que j'ai attendu un peu trop longtemps. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je le vois lancer de très très tôt, Wout van Aert. Et peut-être, c'est d'ailleurs pour ça que je trouve qu'il a manqué de jus sur la fin. C'est qu'on le voit rapidement devant. Après, Wout van Aert, peut-être que c'était trop plat. À partir du moment où la sélection n'a pas été trop dure avant, l'arrivée était trop plate pour rivaliser avec notamment un Peter Sagan qui se régale de ces arrivées-là. C'est une arrivée parfaite pour lui. Wout van Aert, et puis après, l'expérience aussi. Là, il en parle. Il a peut-être fait une erreur tactique de son point de vue. C'est son premier Tour de France dans la grande cour avec les meilleurs sprinters. Là, c'est plutôt les meilleurs costauds du peloton. On voit quand même du Trampoline, du Van Avermaet à côté de lui. On a du Matthews derrière. Du Alaphilippe aussi qu'on aperçoit. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Polo. On peut renverser le problème aussi et plutôt se dire que c'est inespéré de voir Wout van Aert faire un sprint avec ce mec-là. Il nous a montré sur le Dauphiné qu'il était capable de faire ça, mais c'est pas non plus un pur sprinter. C'est pas un pur sprinter, mais c'est un mec qui gagne des sprints. Oui, mais par rapport à Sagan, je suis notamment sur des étapes un peu avec un peu de sélection juste avant. Mais là, c'est sûr que face aux meilleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Mais sans nul doute qu'il en claquera une, c'est pas cette année. Il a tout le temps d'en claquer. Moi, par exemple, je l'ai dans ma fantasy, je l'ai pas mis capitaine. J'ai mis Tige Benoît à la place, sur lequel j'espérais qu'il l'échapper. Encore une bonne idée, encore un coup bien sorti de Polo dans la fantasy. Bravo à moi. On va quand même regarder ce que disait Peter Sagan à l'arrivée, parce que ça fait un moment qu'on sentait un espèce de spleen quand même, faut le dire, de la part de Peter Sagan cet hiver, cet automne. Ben voilà, là, on l'a senti comme on l'aime, c'est-à-dire en faisant Hulk à l'arrivée, comme ça, il nous a régalé. Il disait, j'ai juste besoin de courir avec passion, et ensuite, les victoires suivent. Je dois remercier mes coéquipiers, ils ont fait un travail formidable, et au final, on arrive à décrocher cette victoire sur le Tour que nous recherchions. C'est vrai que là, on sentait qu'il y avait un supplément d'âme quand même du côté de Peter Sagan, Robin. Ouais, le Tour, ça le transcende toujours un petit peu malgré tout, hein, même si il aime dire que sur de nombreuses étapes, il s'ennuie fortement sur ce Tour de France. Ça reste l'endroit où il va chercher son maillot vert quasiment tous les ans, sauf quand il est exclu. Donc forcément, il avait à cœur de gagner. Il avait aussi, je pense, à cœur de montrer après un printemps raté qu'il n'était pas mort, que Peter Sagan est encore un patron du peloton. Alors voilà, c'est sûr, c'est peut-être pas le Sagan dominant d'il y a 1 ou 2 ans, mais ça reste Peter Sagan, il l'a montré. Qui fait quelques encore belles places. Et d'ailleurs, le classement du maillot vert en témoigne, parce que quand on le regarde, ça y est, il a repris un petit peu d'avance. Peter Sagan est premier avec 144 points. Et le deuxième, c'est Michael Matthews qui a une bonne cinquantaine de derrière, points tu vois, de retard. Il se divise les points. Le problème, c'est que c'est jamais le même qui fait les places d'honneur. Donc, alors que Sagan, lui, est toujours là. Donc, ça va aller très vite et ça va faire que grandir l'écart entre les deux. Ouais, donc voilà. Donc on redécouvre ce classement du maillot vert. Bon là, ça y est, il commence à prendre une belle avance, Polo.
Ouais, bah, de toute façon, mine de rien, plus le temps passe et plus on voit que ce classement du maillot vert ne récompense plus forcément le meilleur sprinter du peloton, avec toutes ces étapes finalement de semi-baroudeur que des Sagan ou Matthews arrivent à bien gérer, exactement comme celle d'hier. Voilà, on savait que ce duel finalement du maillot vert sera entre Sagan et Matthews. Là, ils sont premiers 1 et 2, et à mon avis, ça risque de rester dans cet ordre-là pour l'arrivée du Tour de France. Je pense que le suspense n'existe plus pour ce classement. Pour le maillot vert, non. Donc voilà pour le récap de cette étape-là, les gars. On va passer à une étape qui, on l'espère, va être un peu plus spectaculaire. C'est l'étape 6. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, pour passer les parties, j'ai mon marteau de Thor. Donc ça y est, c'est l'heure de la preview. Oh non. Il paraît que c'est un mauvais happening de la part de Paul. Je suis jugé sur mes happenings. On va découvrir le profil de l'étape 6, celle qui va, je l'espère, vous faire lever de votre canapé. D'ailleurs, j'espère que vous avez pris votre après-midi pour celle-là. C'est le premier grand temps fort du Tour. Mulhouse, Planche des Belles Filles, 160 bornes avec plusieurs difficultés que vous voyez sur le côté. Markstein, 14 bornes. Col de Hunsbrück, 5,4 bornes, Ballon d'Alsace 11 bornes avec des pourcentages très difficiles. Les Chevraires, avant-dernier col sur lequel en haut il y aura des bonifs. Vous voyez le petit B là, Petite sur erreur l'avant-dernier sur col. les Chevraires, et la Planche des c'est Belles l'inverse. Filles. C'est 5,4 km à 9,5%. D'accord, c'est un peu plus court mais c'est beaucoup plus dur. Exactement. Sachant que sur le profil, ils font commencer le col à 3,5 km. Ouais, voilà. On voit qu'il est beaucoup plus long puisque le col des Croix, juste avant, fait 3,3 km. Alors, rien que sur la photo, on voit qu'il y a aussi oui, une mais petite erreur on du voit côté bien, du corps. dans la plaine, il y a la ville qui est notée et qui démarre finalement 12 km avant le sommet Ouais. la bonification. Donc ça monte tranquille au début, mais quand ils ça vont monte. entamer ce qui est officiellement la côte, ils monteront déjà depuis un petit moment. Et puis, vu ce qu'ils ont fait avant, ça fera mal aux pattes, ça c'est sûr. Et justement, qu'est-ce que vous en attendez de cette étape-là ? Est-ce que vous pensez qu'elle va être utilisée à bon escient, notamment par les favoris ? Par les favoris, non. Par les favoris, il ne faut pas se fier au parcours. Je pense qu'il faut surtout se fier au fait que c'est la 6e étape et que ça arrive très tôt dans ce Tour de France. Donc, à mon avis, on va plus, ça s'apparentera plus à une course de côte, je pense, où je vois mal une échappée à au bout. Je vois quand même la Quick Step et Ineos, parce que je pense qu'Ineos va se mettre en route dès aujourd'hui, contenir l'échappée matinale. Et puis, je pense que ça va jouer entre vrais costauds à partir de la Planche des Belles Filles, à partir de la deuxième partie de la Planche des Belles Filles, comme on le voit finalement depuis 2012, où il n'y a pas eu une attaque avant les 3 km de l'arrivée. C'est normal quand tu vois les murs que tu as dans le et puis à chaque fois, c'est en début de tour, donc à chaque fois, c'est pas là qu'on attend les grandes manœuvres. Et puis quand on regarde les discours des différents favoris, il y en a qui pensent peut-être attaquer, mais au après, final, tu vas pas sens l'annoncer bien, non plus, tu vas pas dire je vais dans la Planche des Belles Filles. Tu sens bien que c'est pas, tu vois, on lit que Thibaut Pinot est celui qui va faire quelque chose, mais il n'attaquera pas avant, notamment dans les Chevraires, même s'il y a des bonifs à aller chercher. Bardet, on sait que c'est un profil qui peut lui convenir. Il a dit que c'est des bonnes jambes. Bah voilà. La dernière fois qu'on ait fait cette ascension, j'avais de bonnes sensations, donc si j'ai les mêmes demain, c'est sûr que j'essaierai d'être à l'attaque. C'est une belle montée, c'est le premier instant de vérité sur le Tour. Il va essayer d'être à l'attaque, mais il ne le saura pas non plus avant la Planche des Belles Filles, je pense. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des gros écarts qui sont possibles. On se rappelle les années d'avant, quand tu gagnais, tu pouvais prendre facilement une vingtaine de secondes sur les autres. Tu rajoutes à ça les bonifs, et là, il y a 1 kilomètre en plus, avec donc 2 murs en plus, du 20, du 24%. Si tu es capable de faire un gros effort sur 2-3 km, donc c'est long, surtout avec ces pourcentages-là, mais si tu es vraiment au-dessus, tu peux faire dès aujourd'hui de vrais écarts. Et donc c'est pour ça notamment... Oui, mais au final, qui est au-dessus aujourd'hui pour pouvoir utiliser les on va le voir. Moi, je pense que c'est très homogène. Utiliser les Chevraires, ça j'y crois moyennement malheureusement, mais rien que dans la Planche des Belles Filles. Les bonifs peuvent peut-être sauver ça. Mais pas pour des gens qui sont déjà un peu largués au général. Peut-être il suffit qu'il y ait 3 mecs encore devant, qui aient 30 secondes d'avance en phase d'être pris, et du coup ça va complètement annihiler cette histoire de bonification. Je pense pas que... Il y a tellement à faire sur la Planche des Belles Filles que je pense pas que quelqu'un va prendre le risque de griller même une demi-cartouche pour aller chercher des bonifs en haut des Chevraires. Par contre, moi je me rappelle de 2017, Fabio Aru sur la Planche des Belles Filles, il est très très fort et il prend 1 minute à des mecs comme Landa et Fuglsang, donc qui sont eux parmi les favoris qui ont un peu coincé dans le final. Donc aujourd'hui, si un favori est... Alors qui ce sera, c'est difficile à pronostiquer, mais si un favori n'est pas au top, il peut prendre très très cher. On a parlé beaucoup des 1 minute et quelques de Romain Bardet perdu sur le chrono. Je crois qu'il y a encore
encore plus à perdre aujourd'hui pour un favori qui serait pas dans le bon jour. On voit là la victoire de Fabio Aru sur la planche. Plus que pour gagner le Tour aujourd'hui, je pense que certains vont déjà montrer leur défaillance. C'est exactement ce que dit Baloud dans le chat. Ouais, non, mais c'est ça, parce que ça va attaquer et ça va attaquer très fort, très vite, et sur des pourcentages très violents. Donc, comme l'a dit Robin, il peut y avoir des gros écarts avec quelqu'un qui n'est pas en forme. Mais si les favoris sont plutôt en forme, enfin, 2017 avec Fabio Aru, c'était quand même assez incroyable parce que lui, pour le coup, il était vraiment beaucoup plus fort que tous les autres, quoi. Vraiment, personne n'a pu su que ça soit sur le démarrage et que ce soit ensuite, il part, je crois, à 2,4 km de l'arrivée. Et là, pour le coup, il va faire des gros écarts. Est-ce qu'il y aura un mec aussi fort aujourd'hui ? Moi, j'ai mon prono qu'on verra. C'est dur à savoir parce qu'on verra tout à l'heure. On n'a pas eu encore de montagne. Donc, je pense que sur ce profil-là, sur de la giclette pure, du jump pur, il y a quand même quelques grimpeurs qui, à mon avis, auront du mal à se lâcher aujourd'hui, notamment chez les femmes. C'est quoi, Polo ? On va aller tout de suite sur les pronostics parce que j'ai envie que les gens sachent un peu qui vous voyez derrière, qui se cache derrière ces discours-là. Donc, on va découvrir les pronostics que vous avez fait en tableau. Voilà, les gars, je suis désolé, vous m'avez dit tous les deux le même en MP. Voilà, vous m'avez j'aurais dit cru que Polo aurait tous les deux égale Bernal. Ah non, c'est pas pour Thibaut Pinot aujourd'hui. Je sais qu'on est content, qu'il fait un excellent début de Tour de France. Mais voilà, ne grillons pas les étapes. Il est chez lui, il aura envie de tenter quelque chose, je pense, il le fera. C'est comme ça qu'on lève Thibaut Pinot. Mais c'est une montée qui correspond beaucoup plus au profil pur grimpeur très, très sec que peuvent être un Bernal, que peuvent être aussi un Romain Bardet, je pense. Pour Thibaut Pinot, ça risque quand même d'être un peu dur, même si il a déjà fait des très bons résultats. Il fait deuxième en 2014 derrière Nibali. C'est une montée qu'il connaît parfaitement. Je vois plus un Romain Bardet s'il est en forme et surtout un Bernal. Franchement, c'est un peu gros comme une maison, un peu l'image d'Alaphilippe à Épernay. J'aurais vraiment du mal à voir quelqu'un rivaliser avec Bernal sur cette montée. Même idée pour toi, Egan Bernal ? Ouais, tout à fait. Je pense que les forts pourcentages comme ça lui correspondent. Je pense qu'il a envie aussi de marquer les esprits. Chez Ineos, c'est pas tout à fait clair pour l'instant. Et si tu prends 30 secondes sur ton coéquipier aujourd'hui, que ce soit dans un sens pour Thomas ou pour Bernal, ça peut changer toute la stratégie d'Ineos. Donc avant les Pyrénées, avant les Alpes, ce serait pas mal si Bernal veut être le leader de marquer son territoire. Et puis voilà, la montée lui correspond, quoi. Non mais clairement. Et moi, du coup, j'ai mis notre cher Vincenzo Nibali, que je sens bien en forme. Hein. Il est bien dans les roues. Il perd du temps quand il a envie de perdre du temps. Et puis je le sens bien. Il connaît parfaitement surtout la planche des belles filles parce qu'il a gagné là-bas. Donc quand on a l'expérience d'une victoire là-bas, c'est plus le même Nibali. Et c'est plus le même Nibali. C'est vrai. Mais bon, voilà. Et à noter, je l'ai vu passer dans le stade d'ailleurs, dans le chat, pardon, et je voulais en parler. Tous les coureurs qui étaient en jaune au soir de la planche des belles filles, donc sur les 3 précédentes éditions où la montée était au programme du Tour, ont terminé en jaune à Paris. Ah, donc du coup, c'est un véritable repère, la planche des belles filles, pour savoir où on est tout le monde. Mais voilà, en général, disons que le mec qui est en jaune au soir parce que la planche des belles filles a toujours été le premier rendez-vous quand elle était au programme. Le mec qui est Fabio Aru prend le maillot jaune. Non, il le prend le lendemain, en fait. Ah d'accord, il le prend après dans les Pyrénées. C'est bien Froome qui est en jaune au soir de la planche des belles filles. C'était Wiggins en 2012 quand Froome gagne l'étape, et c'était Nibali en 2014. Wiggins fait troisième de l'étape et Cadel Evans finit deuxième. Donc, et du coup, avec cette anecdote, je sais plus ce que je voulais dire juste avant. Si tu parlais du maillot jaune justement, moi j'ai une question pour vous du coup. Qui sera un maillot jaune ce soir ? Je pense que plus aussi intéressant que le victorieux de l'étape, je pense que savoir qui sera maillot jaune ce soir, ça peut être aussi cool. Moi je pense qu'avec cette course justement de côte dont tu parles, Paul, et je partage un peu ton avis parce que quand on a vu sur Mutiny par exemple, on a vu Alaphilippe sortir, personne ne semblait vraiment intéressé par les bonifs là-haut, donc pas de course forcément de favori, et donc je vois bien Julien Alaphilippe rester dans les roues et suivre jusque tout là-haut pour conserver son maillot jaune, perdre une dizaine de secondes, mais profiter un peu de ce marquage et que les favoris vont attendre ces derniers kilomètres et cette planche des belles filles. Je le vois pas perdre une minute, etc. Il n'y a pas besoin de perdre une minute pour perdre le maillot. Hein. Il a que 25 secondes d'avance sur Kruijswijk. Je le vois pas perdre sur Bernal. Je le vois pas perdre beaucoup plus. Je le vois tout à fait capable en termes de puissance pour conserver son maillot jaune. Donc moi je dis Alaphilippe en tout cas. On en a parlé il y a 2 jours de jusqu'où Alaphilippe garderait son maillot. Moi j'avais dit jusqu'à ce soir. Il le perdra ce soir d'après moi. Et donc si je dois mettre quelqu'un en jaune, je poursuis avec mon favori de l'étape. Je dis Bernal. Parce que si je le vois gagner, ça veut dire aussi 10 secondes de bonif. Et ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose à reprendre. Il n'y a plus que 5 secondes à reprendre sur un mec comme Kruijswijk et une trentaine sur Alaphilippe. Donc je le vois en jaune ce soir. Donc voilà, vas-y Polo. Toi, tu t'en fous de si je mets en jaune. Ça t'intéresse pas? Non, mais... Non, si ça t'intéresse pas, on peut... Non, mais attends,
pose des questions. En général, moi, quand je pose, je vous pose des questions. J'adore ces petits jingles sonores qui arrivent. Moi, je m'entraîne. C'est demain que je présente l'émission parce que oui, demain, Joseph n'est pas là. Joseph travaille. Du coup, c'est moi qui présenterai Alors l'émission. qu'ici, je ne travaille pas. C'est honteux. Joseph travaille pour une rémunération très importante demain, donc il ne sera pas là. Il a fait ses choix, des choix éditoriaux forts, choix de mallette très forts. Du coup, c'est moi qui présenterai l'émission. Et du coup, je me prépare à poser des questions, c'est normal. Non, moi, ce soir plutôt, je vois Steven Kruijswijk en jaune. Je le pense fort, je le trouve fort. Aucun pépin, quel qu'il soit depuis le début du tour. On le sait très fort dans la montagne, notamment dans les débuts de tour. On sait qu'il peut tenir aussi sur 3 semaines. C'est une côte où il risque de galérer, mais il a quand même de l'avance, notamment sur Bernal. Et ça, faut le dire, il a quoi ? Je pense qu'il a une 20. On peut revoir le classement, Tom. Je peux bien, parce que du coup, je l'ai plus en tête. Le classement pour ce maillot jaune-là, parce je l'ai là. Kruijswijk est à 25 secondes à la Philippe et Bernal est à 40 attention secondes. À Wout van Aert aussi, qui a repris 6 secondes de bonif hier, donc il n'est pas à 20, mais à 14 secondes. Donc voilà, mais Kruijswijk est à 25 secondes et il a du coup 15-20 secondes d'avance sur Bernal. Il faudra que Bernal le lâche, il faudra qu'il fasse un bel écart pour reprendre Kruijswijk quand même. Moi, je pense que c'est lui qui sera maillot jaune ce soir. Il y a une forte possibilité, c'est vrai, j'avais oublié que Kruijswijk était assez haut. Mais si Bernal prend les bonifs et que Kruijswijk se fait deuxième... Tu l'as mis, oui d'accord, si Kruijswijk fait deuxième, oui ça change tout, mais tu mets Bernal favori pour aujourd'hui, enfin t'en fais ton favori, s'il prend les bonifs, il n'y a plus que 5 secondes d'écart. Moi je pense pas qu'il y aura de gros écarts. Et je pense pas que Bernal, même si sa giclette va être impressionnante, je pense que comme on l'a vu notamment sur le Tour de Suisse, il va avoir du mal à continuer son effort régulier. C'est un vrai grimpeur Bernal. Il aura du mal, je pense, dans la régularité à continuer. Et ce qui est intéressant avec Bernal aussi, et on l'a vu notamment beaucoup sur le Paris-Nice, et aussi sur l'étape d'Épernay à Mutigny, où il a tenté d'aller chercher la bonif avec Alaphilippe, où il n'a pas réussi, c'est que lui, il aime beaucoup ça. C'est un gros pragmatique aussi. C'est un coureur qui court très bien malgré son jeune âge. Et ça ne m'étonnerait pas de le voir tenter avec le team Ineos, chercher les bonifs dans le côte de Chevrères, quitte à se relever un peu après et à relancer la grande bagarre plus tard. Mais je pense que on peut s'attendre à des surprises dans cette avant-dernière difficulté. Donc voilà, donc Kruijswijk, Bernal pour Robin, donc voilà les favoris en tout cas pour ceux qui sont en jaune. Je lis beaucoup de gens qui parlent d'Henrik Mas depuis ce matin. C'est le genre de questions qu'on prendra sur la chatroom. En anticipant, on la prendra sur la chatroom. Ça peut être intéressant, on pourra prendre des questions sur la chatroom, notamment sur Henrik Mas. C'est l'heure du débat. Donc voilà, donc je ressors mon marteau pour signaler le début du débat. Les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, bien sûr. Et ben c'est parti pour le débat. Depuis que je suis né. Le débat, et ce débat aujourd'hui, il est sur la Movistar dont on entend très peu parler. Voilà, on en entend très peu parler. Pourquoi ? Parce qu'ils sont assez loin au classement, il faut le dire. Ils ont fait un contre-la-montre. Moi, que je trouve catastrophique, mais après, apparemment, eux, c'était à peu près normal pour eux. Ils n'ont pas l'air de s'inquiéter plus que ça. C'est un peu comme AG2R, finalement. C'est exactement ce que j'allais dire, le syndrome AG2R où tout va bien. À part, mine de rien, Quintana qui a un peu dilué ses propos en disant on est quand même un peu loin. Je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais pour Valverde, pour Landa, pour Unzué, il n'y a pas de problème. 17e équipe sur 22. Voilà, quand on a 2 favoris pour le Tour de France, c'est un peu compliqué. Et ce retard-là sur le contre-la-montre fait que, au classement des favoris qu'on va pouvoir découvrir sur le tableau suivant, au classement des favoris, Quintana, Valverde et Landa qui sont en jaune. En tout cas, leur écriture est en jaune. Ils sont à 1,30. Ils sont loin d'être en jaune encore. Ouais, ils sont à 1,30 d'Alaphilippe. Ils ont énormément de retard sur tous les autres. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui dans ce débat-là, c'est quelle tactique doit adopter la Movistar en fonction de leurs possibilités, en fonction de leur équipe et en fonction des adversaires, tout simplement. Polo, qu'est-ce que tu vois comme tactique pour la Movistar ? Qu'est-ce que je vois ? Je pense que la Movistar ne va pas faire ce que je vais dire, mais je pense que là, et c'est un peu à l'image de la G2R, c'est qu'ils ont un débours beaucoup trop important pour se permettre de galvauder une étape comme celle d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es d'accord, Robin, avec ça. Plutôt attends, j'avais besoin de ton approbation. Du coup, je peux continuer. Et je pense que de par leur équipe très forte, ils ont quand même ce trio de leaders, enfin on va dire avec 2 vrais leaders et un qui est plus en électron libre. Ils ont vraiment beaucoup de cartes tactiques à jouer. Lancer un Valverde, voilà. Aujourd'hui, il y a le parcours pour tenter des choses. Il y a beaucoup de montées, beaucoup de difficultés. Pourquoi pas lancer un Valverde en électron libre ? Et même si ça marche pas, au moins ça aura fait travailler les
les équipes derrière pour aller chercher. Et si ça marche, Valverde se replace au général. Et un Valverde replacé au général, c'est un Valverde dangereux. On pourra me dire ce qu'on veut. Encore une fois, je me répète parce que c'est quand même ma grosse cote du tour. Je le sens très fort ce Valverde sur ce Tour de France. Et si tu le replaces au général, ce sera dangereux. Et pareil, si c'est pas Valverde, tu peux envoyer un Landa en éclaireur comme ils ont tenté de le faire sur Épernay, où Landa a tenté de prendre le coup, la contre-attaque, notamment avec des Schwarzman ou des Michael Woods, et en laissant Quintana un peu au chaud pour la dernière montée, sans que c'est une montée qui peut peut-être lui convenir aussi. Il y a énormément de choses à faire sur une étape comme aujourd'hui, et je pense qu'avec le débord d'une minute 30 qu'ils ont sur le maillot jaune, ils n'ont vraiment pas le choix, et ce serait une erreur monumentale d'attendre, je sais pas, les Pyrénées, voire pire, d'attendre les Alpes, comme j'ai pu lire notamment, pas chez eux, mais plutôt chez AG2R, ce serait une catastrophe. Quelle tactique pour la Movistar, Robin? Moi, je pense T'as que tes notes, déjà, Robin? j'ai mes notes que Paul a jetées ce matin. J'arrive, je n'avais plus mes notes. Qu'il a préparé hier, on était tous ensemble pour voir l'étape. Il avait ses petites notes et il arrive ce matin, il n'a plus rien. Tu as saboté le travail pour pouvoir gagner le débat, Polo. Sabotage On le sait. Non, mais j'ai retenu quand même ce que j'avais prévu de dire. Et je voulais dire que d'après moi, Movistar doit commencer par choisir qui est vraiment son leader. Parce que cette histoire d'avoir plusieurs co-leaders, ça peut marcher quand on est Ineos et qu'on a deux mecs qui sont en fait premier et deuxième au général, ou premier et troisième comme l'année dernière avec Thomas et Froome. Mais quand on a deux leaders qui sont un peu largués à 1 minute 30 chacun, il faut choisir lequel on va essayer de faire remonter. Et je pense pas qu'on va pouvoir remettre et Quintana et Landa dans cette course au maillot jaune. Donc il faut en interne décider qui des deux sera la carte qu'on va jouer finalement. Et ensuite, ne pas forcément le révéler à tout le monde, ne pas... face aux médias, face aux adversaires, continuer de jouer cette double carte, mais que ce soit clair en interne. Et se servir ensuite de ce surnombre qu'ils ont, parce que d'après moi, après l'équipe Ineos, c'est la formation qui a le plus de talent en montagne, le plus de cartes à jouer, et s'en servir un peu comme ils l'ont fait sur le Giro, en se servant d'un Mikel Landa, pour favoriser par exemple Nairo Quintana, parce que c'est ce que moi je ferais, je choisirais Nairo Quintana en leader, pas forcément parce que je pense Quintana intrinsèquement meilleur que Landa, mais parce que Mikel Landa sort du Giro tout simplement, et ça c'est pas du tout anecdotique. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines on me disait notamment en commentaire, mais oui, mais Landa en 2017 il avait aussi fait le Giro et après ça ne l'a pas empêché de faire 4e tour. Tu l'avais dit, mais j'en ai vu encore d'autres me le dire après, mais ça n'avait rien à voir, il jouait pas le général sur le Giro, et quand on joue pas le général, ça veut dire qu'une étape de montagne où on a juste pas les jambes, et ben on se repose et on fait gros péto. Une étape de plat, on n'a aucune pression, on sait qu'on a juste à terminer l'étape. Un chrono, on le fait pas à bloc. Là, le Giro qui vient de faire Landa, même s'il termine que 4e entre guillemets, c'est un Giro d'un mec qui joue le général, où il est tous les jours en prise, où il a tous les jours la pression, où il doit être là en permanence, parce que même quand Carapaz a le maillot rose, il faut que s'il y a un problème, il puisse lui aussi le récupérer. Donc voilà, d'après moi, Movistar doit choisir Quintana, doit choisir vite et dès aujourd'hui essayer de reprendre du temps. Non, moi je suis pas d'accord, c'est bien que tu parles du Giro, c'est que cette tactique à deux ou même plusieurs leaders, c'est finalement la marque de fabrique d'une équipe Movistar. Ça n'a peut-être pas marché, notamment sur le tour précédent, mais ça a très bien marché sur le ça n'a jamais marché sur le tour. Sur le Giro, mais sur le Giro, ça a marché quand Carapaz part tout seul, notamment, et que finalement Nibali et Roglic se font un peu la garde derrière avec un Landa un peu battu. On se dit ah mais de toute façon l'adversaire principal de la Movistar, pour nous, l'adversaire principal Movistar, c'est Landa. Donc si Carapaz part devant, c'est pas grave. Et on a vu au final que Landa et Carapaz étaient peut-être au même niveau sur ce Giro, et que le fait que les deux soient excellents et qu'on sache pas trop sur quel pied danser, même pour que ce soit peut-être chez Movistar et même pour leurs adversaires, ça a beaucoup joué sur la stratégie de ce Giro. Et là, je me dis que, mine de rien, si tu choisis un leader, déjà, c'est quoi ta stratégie finalement si tu choisis un leader? Si c'est Quintana ton leader, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la stratégie que tu mets en place? Sur le Giro, Polo, tu as vraiment deux cartes avec Carapaz et Landa, on est d'accord, les deux peuvent être fiables et tu peux miser sur les deux. Aujourd'hui, si tu mises sur Landa, je suis quasi sûr qu'il se plante en 3e semaine. Mais là, on a aucune info sur la fiabilité. Mais il y a Landa, on sait juste que... Depuis 15 ans, Paul, il n'y a que Froome et Dumoulin qui ont réussi à enchaîner correctement Giro et Tour de France. Et Landa, moi je te dis, Landa... ne jouant pas le général, ça n'a rien à voir. Oui, mais il gagne le maillot à poids, il fait un top, il fait un top 15 ou pas loin au général. Non, 19e ou un truc comme ça. Polo, je te jure que ça n'a rien à voir. Va vérifier, mais je te jure que ça n'a rien à voir quand tu joues pas le maillot rose. Ça veut dire que s'il veut se reposer un jour sur deux, il se repose un jour sur deux. Alors que là, cette année, il s'est reposé aucun jour sur ce Tour d'Italie. Oui, mais se reposer un jour sur deux, tu fais pas même un top 20. À la limite, si on joue sur les mots, tu fais pas même un top 20 dans un grand tour. Il a pris des minutes à l'appel sur certaines échappées. Au-delà de ça, ça compense avec les gros efforts que tu fais pour gagner des étapes. Il en gagne deux. En plus du maillot à poids, il faut qu'il joue le maillot à poids. Jouer le maillot à poids, c'est aussi être régulier. Même si, bien sûr, tu peux te permettre de faire une croix sur les étapes. Après, on verra. Mais
au-delà de... Ça n'a rien à voir moi, en termes d'effort. c'est pas ce que je défends, parce que je suis assez d'accord que si la Movistar doit choisir un leader, je pense qu'elle doit se concentrer sur Quintana. Mais moi, je pense surtout que cette stratégie d'avoir plusieurs leaders, elle peut fonctionner. Moi, ça me choque pas. On l'a vu avec Carapaz Si et Landa Landa. n'avait pas fait le tour, Et d'accord, parce que surtout, tu as les ça deux donne- mecs à égalité. Ça donne des armes et ça brouille les cartes face aux adversaires. Comme je te dis, si tu envoies un Valverde en éclaireur et que tu dis est-ce qu'on roule sur lui, enfin pour ses adversaires, est-ce qu'on va rouler sur lui, est-ce qu'on roule pas, mais est-ce que si on roule sur lui, on va pas griller nos cartes, sachant que Landa et Quintana sont chauds derrière. Et si on revient sur Valverde, est-ce que Landa va pas contrer, sachant qu'il y a toujours Quintana derrière. Et Cette stratégie à deux têtes, elle marchait l'année dernière parce que les deux mecs arrivent frais, là non. Si on laisse Landa prendre de l'avance, est-ce qu'il en aura assez pour aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il va pas craquer? Est-ce que Quintana est en forme? Enfin, tu sais, il y a tellement, ils peuvent se permettre tellement de choses. Ils l'ont très mal fait l'an dernier et je pense que c'est dommage. Et là, je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs l'an dernier. On l'a vu notamment où Winzoué a fait une tactique pour moi vraiment parfaite sur le Giro. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs sur le Tour l'an dernier. Et je pense que là, ils ont encore beaucoup de belles choses à montrer. Sur le Giro, Justement, Polo, tu commences à parler d'Eusebio Unzoué. C'est très intéressant parce que Eusebio Unzoué, qui est le manager de la Movistar, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un manager qui a dirigé Banesto, qui a dirigé Il Balear, Caisse d'Épargne. Donc historiquement, c'est les anciennes équipes Movistar qui ont été rachetées ensuite. Et depuis 2011, du coup, il dirige la Movistar. Il a un palmarès incroyable. Hein. Il a gagné 7 Tours de France, 5 avec Miguel Indurain, un avec Pedro Delgado, un avec Oscar Pereiro aussi, 4 Tours d'Espagne, Polo, 3 Tours d'Italie, pardon, c'est ça dont tu parlais. Et voilà. Et depuis, sur le Tour de France, par contre, j'ai l'impression que Eusebio Unzoué a peut-être un peu perdu de son flair. Mais il a jamais Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce management global d'Eusebio Unzoué? Il a jamais misé sur les bons hommes pour le Tour de France, même si 5 Tours de France, depuis l'après Indurain, bien sûr, parce qu'Indurain c'était quand même assez monstrueux. Mais il a misé pendant des années sur Alejandro Valverde sur le Tour de France, qui n'était pas assez bon grimpeur tout simplement, et qui a réussi à gagner une Vuelta parce que la Vuelta lui correspond davantage avec des arrivées de puncher, voilà, des courses de côte où il pouvait prendre beaucoup de bonifs, où il y avait aussi une concurrence qui n'était pas tout à fait la même que sur le Tour de France. Donc Valverde a gagné une Vuelta, mais il n'avait pas le niveau pour gagner le Tour de France. Et l'année où il était peut-être le plus fort, il me semble que c'est 2008, il prend le maillot jaune en tout début de Tour de France à Plumelec, et ensuite il abandonne, il me semble, alors que c'était peut-être la plus belle opportunité qu'il avait. Donc voilà, il s'est obstiné longtemps avec Valverde avant d'avoir Quintana, et ensuite Quintana, on connaît l'histoire, qui fait deuxième 2 années de suite au tout début, et qui ensuite a plus de mal derrière, qui tombe aussi sur Froome et une équipe Sky qui est très dure à manœuvrer. Quintana n'est pas exemple de tout reproche, mais il tombe aussi sur une période qui est pas aisée. Voilà, on voit là le bilan un peu de Movistar ces dernières années. Il y a quand même ce Tour de France 2015 avec le podium pour Quintana et Valverde, qui est, je pense, un très bel accomplissement pour Unzoué. Et je crois simplement que pour Quintana, ces années-là, Froome était intouchable. C'est depuis 2 ans, Polo, qu'il y a un vrai problème avec le management d'Eusebio Unzoué. Non, mais comme on l'a dit, la stratégie à 3 coureurs a été un peu catastrophique. Mais je pense qu'au-delà d'une question de stratégie, je pense que si tu es fort dans une montée, tu es fort et tu accroches les coureurs aussi. Ce que n'a pas été capable de faire ni Landa ni Quintana l'an dernier. Je pense que le vrai problème, c'est là aussi. C'est que par rapport à d'autres grimpeurs, notamment les Sky Ineos, ils sont peut-être maintenant un temps en dessous. Quintana, on le sait, même s'il nous a montré de belles choses cette saison, que ce soit en Colombie ou sur le Paris-Nice, j'ai peur que, même là, on l'a vu l'année dernière, s'il claque une belle étape, c'est parce qu'il est en marge aussi du général et que les favoris ne s'y intéressent finalement plus. Je pense qu'au-delà de tout aspect stratégique, il y a aussi une forme qui n'est pas la forme de possible vainqueur du Tour de France, que ce soit chez Landa et chez Quintana et Valverde, évidemment, on vient d'en parler avec Valverde 8e en 2008, je me suis trompé, il n'abandonne pas, mais donc il finit bien loin du maillot jaune. Et donc voilà, en tout cas, on a 2 déclats d'Eusebio Unzoué. La première qu'on va pouvoir passer, elle est sur ce leadership-là, comment il le défend de son côté, parce que 2 leaders, Nairo Quintana et Mikel Landa, il dit c'est 2 options, plus de possibilités pour le général, ça ne va pas nous freiner. Cela sera un tour différent, plus ouvert, nous sommes ambitieux. Je voyais même qu'il parlait de tour sans berger, tout simplement parce qu'avec l'absence de Froome notamment, alors est-ce qu'il a raison, il a tort? Il reste je trouve que voilà, exactement. Berger, Et puis il parle de la planche des belles filles, et c'est là-dessus la dernière question dernière question autour duquel va tourner ce débat. Nous, comme pour les autres favoris, première occasion, première étape en montagne, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, après, on verra les déclats de Nairo Quintana. Polo, de son côté, Nairo Quintana, il semble mettre les freins et dire, moi, je vais plutôt attendre des étapes qui me conviennent un petit peu mieux.
Ça va donner de l'eau au moulin à tous ces gens qui pensent que Nairo Quintana est très attentiste, chose qui ne me fait pas trop rire parce que je trouve ça déjà très faux. Mais oui, Quintana, pour le coup, l'a dit, il ne pense pas attaquer aujourd'hui. Et en même temps, d'un côté, c'est normal puisque ce n'est pas du tout un profil pour lui. Cette dernière montée est très sèche, elle ne monte pas très haut en altitude. Quintana, je l'attends surtout plus dans les Pyrénées, mais ça n'empêche pas la Movistar de mettre des stratégies en place pour un Valverde qui, pour le coup, cette planche des belles filles lui convient parfaitement. Un Landa peut s'accrocher, un Quintana aussi. Mais voilà, il y a vraiment de belles choses à faire stratégiquement. Une Zoué a beaucoup plus d'expérience et connaît beaucoup mieux le métier que moi. Et j'imagine qu'il a prévu des belles choses pour cette étape, même si je pense que Quintana ne sera pas son argument fort pour aujourd'hui, ça c'est sûr. On a sa déclat, Nairo Quintana, il dit voilà que demain il faudra courir avec la tête, et il parle de la planche des belles filles. Ce n'est pas seulement à Nairo Quintana de prendre la course en main. Quand j'ai attaqué, d'autres en ont profité par le passé. Robin, dernière question du débat, est-ce que tu le vois attaquer demain sur la planche des belles filles aujourd'hui, pardon? J'aimerais qu'il essaye. Après, comme le dit Paul, ça lui correspond pas forcément parfaitement, bien moins qu'un Egan Bernal, qu'un Thibaut Pinot, je pense. Mais il n'a pas de temps à perdre. S'il attaque et que c'est d'autres qui en profitent, au moins il aura essayé, il n'aura pas de regret. Il va pas se planquer jusqu'aux Alpes en se disant j'ai peur que ce soit quelqu'un d'autre qui profite de mon attaque. Donc voilà, maintenant il faut y aller et j'espère qu'il ne va pas réfléchir 1000 ans avant de porter une attaque. Donc voilà, quelle stratégie pour la Movistar? Dites-nous vous dans les commentaires, même au-delà de la planche de belles filles, si vous regardez cette émission après l'étape, quelle stratégie doit tout simplement adopter la Movistar. Quant à nous, on passe à la chatroom. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez vos questions. C'est parti pour la chatroom. Arrête avec ça. Non. La chatroom, je cherchais mon marteau, je ne le trouvais pas. On ne pouvait pas passer à la séquence suivante, c'était juste pas possible. Donc voilà, j'espère que vous avez préparé vos questions, parce que moi, je les attends avec impatience. Romain Bardet a-t-il déjà perdu le tour? Alors ça, faudra regarder notre émission, qu'on a déjà posé cette question. Comment on peut rejoindre la Ligue Fantasy? Désolé, elle est pleine malheureusement. Le tour qui a tué Velo Games a en plus mis une limite à 100 personnes par Fantasy. C'est assez dommage. Richie Porte peut-il faire top 10, les gars? Au général Il a pris une bonne valoche aussi au contre-la-montre par équipe. Ouais. Il est très très loin. Et lui va pas prendre du temps aujourd'hui. J'ai du mal à y croire, Richie Porte. Ça fait quand même un moment que il a franchement eu de la poisse pas mal d'années consécutives. Mais l'année dernière, il chute avant même les pavés. Du coup, avant même la montagne, et on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression que le Richie Porte n'est plus au niveau de 2015-2016, mais qu'on s'en rend pas compte parce qu'on le voit jamais en montagne, en fait. Donc, mais je pense pas. On voit très peu courir finalement. Ouais, je pense que pas grand monde aujourd'hui ne se méfie de Richie Porte. Top 10 au général, peut-être parce qu'il va forcément y avoir des abandons, des défaillances. Voilà, si lui fait son Tour de France discrètement et prend les places d'honneur, peut-être. Mais pas mieux en tout cas. Moi je l'ai vu un peu cette année sur le Tour de Californie, on l'a vu sur le Tour de Romandie aussi il me semble, jamais parmi les meilleurs, toujours à sauver les meubles et à accrocher des places d'honneur. Après cela dit, au-delà de son contre-la-montre catastrophique, il a passé ses premiers jours sans encombre, pas de chute, rien à signaler, Il y a que 6 jours. Il fait pas trop parler de lui. C'est vrai qu'avec lui, ça peut arriver vite. Ce sera un beau test de le voir aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est vrai que j'y crois pas trop non plus. Il y a Xumas qui a demandé du coup Henrik Mas pour un podium. Est-ce que vous y croyez, les gars, actuellement? Il y a 45 secondes. Précisez si vous parlez pour le général ou l'étape, parce que pour l'étape, je veux bien y croire. Pour le général, absolument pas. Même idée, Polo, pour Henrik Mas? Henrik Mas, si on s'en fie à sa prépa, à son année, à sa prépa avec un Tour de Suisse très moyen, là, pour le coup, il a été mis sur orbite avec le très bon contre-la-montre des Quick-Step. Il n'aura pas d'excuses, notamment aujourd'hui. C'est un vrai pur grimpeur aussi, dans le style très Alberto Contador Yes, qu'on va dire. Très, très puncher grimpeur, tu viens de le dire. Ça peut lui convenir. Et s'il n'est pas parmi les meilleurs aujourd'hui, on peut vite faire une croix, à mon avis, sur lui au général. Il y a Chip Hops qui a demandé est-ce que. Non, c'était pas Dan Martin, c'était Woods, pardon. Woods, voilà, c'est la 3e fois que je vois son nom apparaître. Comment vous le trouvez en ce début de Tour de France, et est-ce qu'il peut faire une petite perf, notamment? Ses qualités correspondent-elles à une étape comme celle de la planche des belles filles? Moi, c'est un peu long aujourd'hui. Je pense que Michael Woods, il est plus sur davantage puncher, moins grimpeur, plus sur des bosses un peu moins longues. À Baskonia, sur la Vuelta, il sort du brouillard et il en échappé. Mais il sera obligé
obligé de partir de loin. Il faudra qu'il en Pour moi, c'est quand même un peu le même souci que Julien Lafilippe. Il est d'ailleurs même peut-être moins bon grimpeur que Julien Lafilippe. Très bon puncher, mais aujourd'hui, ça va être un peu trop dur. On se rappelle de la montée des derniers championnats du monde à Innsbruck, où il était bien passé, mais c'était plus court. Oudinik nous demande quid des Astana. Comment vous trouvez Fuglsang depuis sa chute en début de Tour de France? Écoute, moi je vais me fier à Épernay, ce que j'ai vu à Épernay. Finalement, le contre-la-montre, ils sont dans les temps. Ils n'ont pas trop perdu ni trop gagné. Rien à dire à ce niveau-là. À Épernay, on les a vus tenter de prendre la course en main. Un peu à l'image, tu sais, vraiment cette image avec Quick-Step et Astana devant, un peu comme on avait vu sur les classiques du printemps, notamment Liège-Bastogne-Liège. Ça veut dire que Fuglsang est bien, je pense. Et je pense qu'il est bien. Que cette chute, mine de rien, il n'en parle plus. Personne n'en parle. Le genou droit, ça a l'air de tenir. Mais encore une fois, c'est difficile à dire jusqu'à ce qu'on ait le résultat de cet après-midi, mais je le sens, ça va être pour un le coup, gros je le test, sens bien. Moi, je le sens bien, Fuglsang. Là, cet après-midi, ça peut lui convenir. On se souvient de ce qu'il a fait sur le mur de 8 cette année. Attention à Fuglsang aujourd'hui. S'il est en forme, il sera très bien placé. Le Cacatoès demande petite attaque ou pas des AG2R, Robin. Ce serait bien vu, enfin de la AG2R en général. Je sais Hormis pas, les attaques de parasol sur Tony Galopin. avec très malchance en ce début de tour. Mais Romain Bardet, oui, il a tout intérêt à essayer quelque chose aujourd'hui. On se rappelle de Péragude, qui était un mur un peu similaire, enfin similaire, non pas vraiment, mais qui était un mur très raide en fin d'ascension. En 2017 où il avait gagné. Pour moi, c'est le type d'ascension, comme Pinot, comme Bernal, qui peut lui convenir. Donc, s'il a les jambes, pourquoi pas aller essayer de claquer l'étape, prendre des bonifs, faire un petit trou en fin d'étape, ouais. Anak Tedak demande Bourgman ou Conrad pour la Bora. Paul, c'est vrai que question leadership montagne, c'est un peu des pièces qu'on envoie comme ça de la Bora. Je ne sais pas s'il y a une véritable hiérarchie. Qu'est-ce que tu en penses? Bourgman est leader et je pense qu'ils doivent vraiment miser là-dessus. Patrick Conrad est un très bon grimpeur qui progresse d'année en année, qui fait une excellente saison. Mais je pense que chez la Bora, c'est clair. Après, Bora, c'est plus aussi, il n'y aura pas de vraie hiérarchie non plus. Bourgman sera le mec du général pour eux, mais Conrad aura peut-être sa chance et il y aura des coups à tenter avec cette équipe hyper complète, avec Schwarzman aussi notamment. Il y a des choses à faire aussi pour eux, il y a des stratégies à mettre en place, même si je pense que Bourgman est le leader de cette équipe. Tu sais, stratégie à mettre en place, je crois que ça va surtout être Bourgman, se limiter à Bourgman qui essaye de s'accrocher le plus longtemps possible en montagne et sauver une. Et on l'a vu faire notamment un pari. Dauphiné, il est un Dauphiné, oui, je confonds sur les deux. Sur le Dauphiné, il est très costaud. Est-ce que Conrad pourra pas Bora Conrad dans des grandes manœuvres Giro en plus, non, si je dis pas de bêtises. Je vais aller vérifier, ça de suite, mais oui, Bourgman en tête. On prend encore une ou deux dernières questions. Je vois énormément de questions sur les Français. Conrad n'a pas fait le Giro. Conrad n'a pas fait le Giro, d'accord. Quelques questions sur les Français, notamment Guillaume Martin, David Gaudu. Guillaume Martin, notamment en commençant par lui, qui annonce vouloir un peu plus viser les étapes cette année que le classement général. Bah, tant mieux. C'est un grand changement dans sa philosophie. Oui, et tant mieux parce qu'il a essayé le général, voilà, mais faire entre 10 et 15, c'est pas le truc le plus passionnant, même pour lui, quoi. Et on sait qu'il a des bonnes qualités de puncher. Il y a certaines étapes, je pense à celle qui arrive ce week-end notamment, pour baroudeur puncher qui peuvent lui convenir. Voilà, je pense qu'il y a des trucs à faire. Chez Wanty, on sait qu'on aime bien prendre les échappées. Celles de Johan Ofredo en première semaine ont assez peu de chances d'aboutir parce que voilà, les équipes sont fraîches, les sprinters veulent sprinter. Alaphilippe voulait son maillot jaune. Mais à partir de maintenant, à partir d'après la planche des belles filles, les échappées auront, je pense, un peu plus de chances d'aller au bout. Donc Guillaume Martin d'essayer d'en profiter. Ouais. Moi, je vois bien Guillaume Martin dans l'échappée aujourd'hui. On l'a vu en forme cette saison. On l'a vu gagner au Tour de Sicile sur l'Etna. C'est une montée. Il était là au championnat de France aussi. Il était là au championnat de France. Il était très en forme au championnat de France. Ça peut lui convenir aujourd'hui. Dans un petit groupe, je pense que s'il y a un groupe d'échappés arrive à prendre assez d'écart, je pense que ce sera le meilleur grimpeur de ce groupe-là. Il est plutôt en confiance. Il s'est vraiment enlevé cette pression du général. Enfin, j'ai l'impression. Je le vois bien dans l'échappée aujourd'hui, Guillaume Martin. Guillaume Martin chez Cofidis, selon la RTBF, nous dit Perlan. Ils veulent tout le monde Cofidis. Ouais, c'est vrai qu'il va y avoir un gros remue-ménage, en tout cas, avec la possibilité de passer en World Tour. Donc voilà, c'est fini pour la chatroom. On va passer à la rétro-chronique du vélo, parce qu'il y a beaucoup à dire. On va s'intéresser pas à une personne aujourd'hui, mais à un col. C'est parti pour la rétro.
On passe on a évité un le col. marteau. On a évité le Oui, marteau. le marteau, on a pas de évité chance. le marteau, voilà. Mais Merci. Paul, voilà, n'aime pas la vie, il n'aime pas, Ah, mais c'est- il n'aime pas mon bon marteau, donc voilà. Maintenant, Voilà. moi, je vais critiquer aussi ces couvre-chefs quand ils ne me plaisent pas. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Exactement. Moi non plus, j'ai pas beaucoup apprécié. Donc voilà, on passe à la rétro-chronique du vélo. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui et pourquoi, mon cher Robin? On va parler du ballon d'Alsace parce que l'étape d'aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure dans le profil, passera par le ballon d'Alsace, qui est le premier col franchi dans l'histoire du Tour de France. C'était en 1905. On parle souvent du Tourmalet comme du premier grand sommet franchi par le Tour. C'était en 1910 avec Octave Lapis qui était passé au sommet, qui avait parlé des organisateurs comme des assassins. Mais en vérité, ce n'est pas le Tourmalet, donc le premier col de l'histoire du Tour. C'est bien le ballon d'Alsace, 5 ans plus tôt, et c'était un 11 juillet comme aujourd'hui. Donc, l'histoire fait bien les choses. Le 11 juillet 1905, le ballon d'Alsace donc, qui culmine à 1173 mètres d'altitude. C'est de la moyenne montagne parce qu'à l'époque, la haute montagne, c'est encore un petit peu difficile pour les vélos de l'époque qui ne sont pas équipés forcément pour grimper le Tourmalet. Déjà 5 ans plus tard, il ne l'était pas forcément et c'était un petit peu rocambolesque d'envoyer les coureurs là-dedans. Mais donc c'est quand même malgré tout 9 km à 7% le ballon d'Alsace à cette époque-là. C'est costaud. Là, on voit une photo derrière de René Potier, grand acteur de ce Tour de France 1905, qui sera en fait le coureur qui va passer en tête sur cette première ascension du ballon d'Alsace. Il part en fait dans le début d'ascension avec Henri Cornet, qui est le vainqueur du Tour 1904, qui est le plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour, 19 ans et quelques. Henri Cornet attaque, seulement René Potuy est capable de suivre. Les deux s'envolent, en sachant qu'ils avaient changé de vélo au bas du col. Ils avaient lâché leur vélo de plaine pour prendre des vélos avec un développement plus adapté pour monter ce col. Et donc René Potier lâche ensuite Henri Cornet, arrive en haut, il faut de nouveau changer de vélo pour la suite de l'étape parce qu'il reste 80 bornes, un peu plus de 80 bornes à faire pour aller à l'arrivée. Et là René Potier malheureusement il doit attendre plus de 20 minutes au sommet, planté comme un i, il voit les autres revenir, lui passer devant parce qu'en fait son mécanicien qui a le vélo sur la voiture, il a eu un problème dans l'ascension et il est en retard. Il a crevé. Exactement, une crevaison de la voiture quoi. Donc René Potier laisse filer les autres coureurs, ne gagne pas cette étape, mais il restera à jamais le coureur qui a passé le ballon d'Alsace en tête, avec Henri Desgranges, l'organisateur du Tour à l'époque, qui dira: l'ascension du ballon d'Alsace par René Potier est l'une des choses les plus passionnantes que j'ai vues. Depuis, on a une stèle au sommet du ballon d'Alsace qui rend hommage à René Potier. C'est vrai que René Potier, en tout cas Paul, restera comme le premier, le pionnier, celui qui est passé le premier en haut d'un col du Tour de France. Ouais, c'est dommage ce problème qu'il a au sommet, puisque ça lui coûte vraiment cette victoire sur le Tour. Après, il se vengera l'année d'après, puisqu'il remportera pour le coup le Tour de France. Il repassera en tête au sommet du ballon d'Alsace. On peut dire, et d'ailleurs les gens l'appellent comme ça communément, le premier roi de la montagne sur le Tour de France. Potier premier, c'est ça? Potier C'est ça. premier, oui, si tu veux. Ça. Oui, non, mais c'est ce que j'ai vu. Alors moi, je ne vais pas moi-même donner des surnoms, mais effectivement, c'était son surnom, René Potier premier, il l'appelait. Donc voilà. Et malheureusement, il va y avoir un destin assez tragique dans les années suivantes pour René Potier et Robin. Ouais, assez incompréhensible à l'époque. Tout le monde a du mal à mettre des mots là-dessus, puisque René Potier, donc il gagne le Tour l'année d'après, Paul le dit, en 1906. Il est au sommet de sa carrière, il a 27 ans, c'est la référence du peloton, il est le meilleur grimpeur du peloton, il est le meilleur sprinter, il est un des coureurs les plus endurants. Il marche vraiment sur le Tour de France et sur les courses cyclistes de l'époque. Personne ne le bat. Il est sur le point de devenir papa, il est marié, et tout le monde se dit que dans sa vie privée et personnelle, tout va bien. Et finalement, en 1907 ou 1908, j'ai perdu la date. 1907, c'est ça? Je crois que c'est 1907, mais j'ai perdu la date, donc mea culpa si jamais je fais une erreur. On t'en voudra pas. Un matin du mois de janvier, il se pend dans son garage. Il se pend au crochet qui lui servait jusque-là à accrocher son vélo. Donc l'histoire est vraiment tragique, ça ajoute à la tragédie. Et voilà, il ne laisse aucun mot et il reste alors seulement les hypothèses pour expliquer son geste. Est-ce que finalement tant de choses allaient si mal dans sa vie privée? Voilà, chacun se fait son idée. Il était touché en tout cas d'un mal que la gloire pouvait pas compenser parce que sur le vélo tout allait bien et ça ne l'a pas empêché de passer à l'acte. C'était date du décès le 25 janvier 1907 à 27 ans. Et c'était où? C'était à Levallois-Perret en plus, Polo. Ouais, C'était c'est ce qu'on se disait là où on quand fait l'émission. Quand on regardait un peu le destin de ce bon vieux Potier, il est mort à Levallois. Mais après, finalement, le ballon d'Alsace, ça a commencé comme ça. Ils y sont passés tous les ans jusqu'en 1914. Exactement. Et après, ça a été plus disparate, mais il s'est passé beaucoup de choses sur ce ballon d'Alsace, qui est, mine de rien, le premier col de l'histoire de ce Tour de France. Et un col aussi où il s'est passé beaucoup de choses. Moi, j'ai noté 3 points. Le premier, c'est 1937.
on a un jeune coureur italien qui fait son premier Tour de France, qui vient de remporter le Giro, son deuxième Giro, c'est Gino Bartali. Et c'est là que Gino Bartali va se découvrir au public français après une fantastique étape, une belle chevauchée dans le ballon d'Alsace. Il lâche tous les grimpeurs, il relègue notamment Silvermès à plus de 3 minutes. Alors il ne passe pas en tête du col, il ne remporte pas l'étape, mais il fait le gros écart sur les favoris. Il récupère le maillot jaune plus tard dans les Alpes. Et là, on découvre vraiment en France qui est Gino Bartali. Et on se dit qu'après ce fantastique, comment on appelle ça, cette fantastique chevauchée dans le ballon d'Alsace, il va remporter ce Tour de France. Et Henri Desgranges, le soir, se dit: je me moque du classement, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que Bartali dans le ballon d'Alsace. Henri Desgranges, du coup, le directeur du Tour. Il le perdra après à Briançon à suite de chute, problème mécanique ou une étape terrible. Rien Où qui il va dans perd, ce sens, ouais. ouais, voilà. Mais il reviendra l'année d'après pour gagner le Tour de France 1938. Mais déjà en 37, il prenait rendez-vous dans le ballon d'Alsace en se disant: le prochain grand de ce Tour de France, ce sera moi. Après, on a Poulidor du coup en 1967 qui lui, il perd tout espoir. Il chute dans la descente avant le ballon d'Alsace, guidon roue brisé, il prend un vélo qui n'est pas à sa taille, il oublie de se ravitailler, il se prend une valise à la fin, il finit à 11 042 du leader d'un Tour de France qui aurait dû être à lui. C'est ça aussi le ballon d'Alsace, c'est à l'image de tous les grands cols mythiques de ce Tour de France, c'est haut et c'est bas. On a le Bartali magnifique et on a aussi le Poulidor qui perd tout espoir en 67. Donc le ballon d'Alsace, au fur et à mesure des années, a gagné ses lettres de noblesse dans le Tour de France. Donc tu en parles, Paul. Bartali en 37, Poulidor en 67 et il y a aussi Merckx en 69, mon cher Robin. C'est ça, on en a parlé il y a quelques jours dans la rétro qui était consacrée à Eddy Merckx et sur les 50 ans de sa victoire en 1969. Mais voilà, on peut y revenir très rapidement. C'était dans cette étape entre Mulhouse et le ballon d'Alsace, 133 km. Pour l'époque, c'est une étape très courte, c'était peu habituel. Et à 45 km de l'arrivée, Eddy Merckx s'envole. Tous les favoris, il les met à plus de 4 minutes au sommet du ballon d'Alsace. Donc les Aymar, les Pinjon, les Gimondi, les Poulidor. Voilà, et il assomme déjà le Tour de France sur cette étape. Et ensuite, il ne fera que continuer de marcher sur ce Tour en 69 et les années suivantes. Et après, concrètement, est-ce que vous pouvez dire ce ballon d'Alsace, il est difficile, est-ce qu'il n'est pas difficile ou pas? Il est costaud, il est costaud. Alors après, sur les premières années, il faut aussi se dire que au moment où René Potier le gravissait, il le gravissait dans des conditions, c'était mal Bien bitumé. différentes. Ouais. Voilà, c'est ça, les vélos étaient beaucoup plus lourds, bien moins bien équipés. Donc n'importe quel col à cette époque-là aurait paru quasiment insurmontable. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et aujourd'hui, en plus placé en début, milieu d'étape, il va être avalé quasiment sans difficulté par tout le monde, que ce soit les échappés, même les sprinters vont le passer sans trop d'embûches. Mais ça reste un passage mythique du Tour de France qui a eu des périodes. Voilà, Paul le disait, très très franchi au début, très très régulièrement au programme tous les ans. Ensuite, il a été un peu oublié, il est revenu. Il a été pas mal utilisé dans les années 60-70 avec les épisodes dont on a parlé de Poulidor et Merckx. Et ensuite, c'est devenu très très sporadique. On y est revenu en 82, ensuite en 97 et la dernière fois c'était en 2005 avec Rasmussen. Donc 3 fois en 40 ans. Donc voilà, comme quoi il y a de belles histoires au-delà des Pyrénées, au-delà des Alpes dans le Tour de France. Les Vosges, cette petite chaîne de montagnes dont on parle si peu, a de très très beaux cols, des cols mythiques du Tour de France. Voilà pour cette rétro chronique du vélo qu'on peut retrouver aussi sur ton site. Il y a un article qui est consacré à Robin. Alors on n'a pas évoqué exactement la même chose, mais il y a des points en commun, etc. Exactement, pardon. C'est un article qu'on a publié hier soir sur la chronique du vélo.fr. Donc voilà, si vous voulez par hasard vous intéresser un peu plus profondément à ce sujet. Voilà pour la chronique du vélo, la rétro-chronique du vélo. On va passer au quiz, les gars. Vous êtes chauds? Tout à fait. Eh bien, c'est parti pour le quiz. Je suis concentré. Le quiz, vous connaissez la route à emprunter avec, en commençant le point de départ, c'est le qui est. Il y a 3-1 pour Robin sur ce début de quotidienne Tour de France. Paul va-t-il réduire l'écart? C'est toute la question que l'on se pose. En commençant, on va voir s'il prend un bon départ ou s'il prend un départ à la Christophe Lemaître, notre cher Polo. Mais Christophe voilà. Lemaître, C'est toi, il est Christophe médaille Lemaître, olympique. avec ton cheveu sur la langue, c'est pas moi. Il n'y a pas eu une insulte qui est partie, oh là là. Concentré, arrêtez, laisse-moi. On va voir si Polo va partir. Terpstra. Ce n'est pas Terpstra. Non, c'est Thomas Bouda. Non. Coureur qu'on voit un peu moins, mais qui est sur le Tour de France. Eric Kemmener. Non. Il est sur le Tour de France cette année? Il est sur le Tour de France cette année. Mais il est peut-être pas avec Direct Energy. Georgis.
Il est avec la totale, du coup, Direct Energy. C'est pas Turgis. Alors, si vous voulez aider Polo ou Robin dans le chat, vous mettez une réponse C'est un et derrière, vous riff. écrivez TR ou TP pour C'est un savoir à qui gamin. vous devez Ouais, faut vous pas regarder voulez le donner chat, la réponse. parce que je crois que j'ai Ne vu la ref regardez sur pas. le chat, mais du coup, je veux plus Eh la ben, du donner. coup, tu sais quoi, du Donc, coup, c'est si tu Fabien as Grelier, vu, non? c'est le chat qui va avoir cette question-là. Donc, vous pouvez y aller. Est-ce que c'est Grelier ou pas? On va voir. J'ai vu passer plusieurs TR fois. Grelier. Donc voilà, Team Robin Mamadou Les a gars. choisi de donner un point à Robin. Donc du coup, ça fait que Robin gagne 1-0. Merci, c'est gentil. Donc voilà, si par hasard Robin et Polo sèchent un peu, ce qui peut arriver, là avec la pression du quiz, croyez-moi que ça peut arriver, on va avoir évidemment une petite aide du chat. Perrichon, Ce n'est pas Perrichon, Bouet, ce n'est pas Boué, J'espère. c'est pas Gesbert, Pichon. pas Pichon. Je donne mon top départ au chat. Maclay. TP Moinard Cavendish Ah, merci Cavendish. a donné un point à Polo. C'est bien, ça équilibre. Un point pour que Donc le voilà, chat ça nous aide fait à égalité. un partout dans ce quiz. On peut y aller pour le troisième La Moinard, qui est- c'est vrai qu'on est bête. Exactement, oui, Amael Moinard. Hein, mais bon. Niévé. Ce n'est pas Niévé. Froome. Non. Il est aussi blanc que Froome, c'est vrai. Ah ouais. Pouls. Pas Pouls. Géo Gegenhardt. Non. Sivakov. Non. Dunbar. Ce n'est pas Dunbar. Je donne mon top départ au quiz en dessous. Rémi Baroche, toutes les réponses peuvent compter pour donner un point. On peut continuer, nous? Évidemment. TP Van Barle, Simon Vélo et Youssou Kid, tous les deux t'ont donné un point, Polo. Ah ouais, moi je J'ai pas me régale, les gars. Mais il faut savoir être un bon leader, les gars. Donner envie. Mais c'est le Dauphiné. Donner envie, mais je ne Non, te c'est demande pas pas le la Dauphiné. course. Non, le Dauphiné, Je ils ont- ne ils te avaient demande fait pas la les course d'une aussi. manière, mon cher Robin. Je te Oui, demande je sais. le coureur. J'essaie de donc comprendre voilà. pourquoi j'ai perdu. Voilà, et un bon leader, c'est motiver ses troupes, Polo. Tu as motivé tes troupes pour te donner une réponse. Ça fait 2-1 pour Robin. Merci les gars. Non, 2-1 Merci. pour Paul, 2-1 pour Paul. 2-1 pour Paul, pardon. Et en plus, moi, je t'enlève des points, hein, Polo. Désolé. Tu me pardonnes. Oui, ça va, je suis concentré. Il est tellement dans le quiz, là. Donc voilà, ça fait 2-1 pour Polo. On peut y aller pour une énumération. Donc on ne met pas la photo dans le barco, les gars. On va y aller pour une énumération. Vous devez trouver les coureurs qui participent actuellement au Tour de France d'une équipe. Et cette équipe, c'est le F Drapac. Et sachant, comme toujours, l'énumération commence par celui qui perd, c'est-à-dire par Robin en ce moment. Clark. Clark, c'est bon. Oran. Oran, c'est bon. Woods. Woods, c'est bon. Ton gars, Joseph, TJ Van Garderen. TJ Van Garderen, c'est bon. Et là, je commence à voir. Un point pour Polo. Ah, il y a ma Bétiol, c'est bon. botte secrète, celle que tout le monde oublie toujours. Vas-y. Daniel Kangert. Tanel Kangard, c'est bon. Robin, Ah, il en reste 2 là. il en reste 2. Ouais, là c'est très chaud. Je sens que je vais pas l'avoir. Il y en a un, vu qu'on les a tous faits hier parce qu'il y avait un Ouais. qui est à deviner du F Drapac qui avait dit qu'il était sur le Tour de France. Langeveld. Langeveld, bravo. Là, j'ai le dernier. T'as le dernier Scully. Scully, On bien avait joué, parlé, bravo. ouais. Donc ça fait 4 partout. Félicitations. Bon bah voilà. Donc c'est égalité sur ce. Bravo, c'était une belle Là, chose. je nous sens vraiment bon là-dessus. Ça me fait plaisir. Le Langeveld, normalement, on a heureusement, jamais- c'est dans ce sens-là, jamais le Langeveld, je Ah, l'aurais pas eu. c'est vrai que c'est pas le plus simple. Le Langeveld, je l'aurais pas eu. Donc ça fait toujours 2-1 Ouais. pour Polo. Donc pour une fois, c'est Robin qui va profiter, Polo, de ce double point pour un qui suis-je. Le dernier qui suis-je. Voilà, il nous reste 2 minutes. J'espère te renverser, Polo là. Non, mais merci. Je veux pas que tu reviennes à 3-2. Donc voilà. Le dernier qui suis-je. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Je le fais de manière comme ça. Je le Vas-y. fais comme ça. Naissance, le 8 juin 1986. Et ça fait qu'il a quel âge Il y a Il a quel âge il a 33 ans, Polo. Il y a 33 C'est ans. important, c'est important. C'est un coureur Moyen sur les maths, toi. qui est encore en activité. Je suis pas le meilleur. J'ai fait plusieurs équipes. J'ai couru une bonne partie de ma carrière à la Radio Shack. Radio Shack Nissan, Radio Shack Léopard, jusqu'en 2013, j'y étais. J'ai signé ensuite pour 3 ans à nouveau à la BMC. Grégory Rast. Ce n'est pas Grégory Rast. Oh, ça marchait. Mais j'ai à nouveau changé d'équipe en 2017 pour signer dans une équipe Continental Pro. Putain, oui. Je suis un grimpeur
rouleur. Je suis belge. Montfort. Ce n'est pas mon fort. Oh putain. Ce n'est pas mon fort, mais ça peut bien coller à ce profil-là. Ce n'est pas mon fort. J'ai signé en Continental Pro. Grimpeur, rouleur. Grimpeur, rouleur. Mon prénom se compose de 3 lettres. Quoi? J'ai gagné une étape du Tour d'Autriche Ouais, une cette étape année, d'Autriche. en ce moment. Ah ouais. Qui Le regardait 10 juillet, j'ai gagné une étape du Tour d'Autriche. Dans ma carrière, je n'ai pas énormément de grandes victoires et j'ai signé à Israel Cycling Academy en 2018. Un Belge en 2018. Un Belge en 2018. C'est Les initiales sont BH. Ben Hermans. Bern Hermans, bravo Polo. Ce qui fait que Polo gagne ce quiz avec Pas fier. 5-1. Pas fier. Hein. Bien joué. 5-1 Polo, tu remportes ce quiz. dégoûté. Félicitations. Il l'avait dans le chat. Hein. Il l'avait, oui, il y a eu une ou deux personnes du chat qui l'avaient, Gauthier moins avec le décalage. T'avais dit qu'il était Ah, belge. c'est le chat. Ouais, il l'avait dit. Ouais. J'ai dit qu'il Non, était- c'est de ma faute, c'est de ma faute. Ben Hermans, voilà, Ben Hermans, qui a un équipier Bien parfait, mais bon, qui est. Il a gagné la qui est flèche Brabançonne, j'étais- fallait me dire en ce ça. moment. J'étais loin. Hein. Oh là. Tout le monde avait trouvé. Il a gagné la C'était flèche solide. Brabançonne en 2015, c'est vrai, bravo. Je le voyais pas, je voyais qu'il avait gagné 2 Brabantsteux, mais j'avoue que le flamand ce n'est pas mon fort, donc Pas je grave, savais pas que c'était j'en ai la pas. flèche Brabançonne. Donc voilà, félicitations. Les gars, j'ai pas le. J'aime bien les mecs du chat. Ouais, on l'avait tous depuis un moment. Bah, venez sur le plateau. Non, hein. non, mais Vous allez là voir c'est si vrai. Là, facile. non, mais Oh là là, là, Polo. C'est Non, honteux. non, on a tenu, mais j'aimerais bien les voir. Tous ces. Et Polo il gagne, il est énervé. Ça n'a aucun sens. Au début de 3 mecs. Ouais. Bah Polo, c'est pas mauvais joueur, t'as Ah non, c'est gagné. pas mauvais genre, j'ai gagné. Ah non, qui viennent nous battre, ces gens-là. Donc voilà. C'est honteux. Moi, j'ai l'impression Cavendish que qui a compris. vous avez battu moi. Exactement, Cavendish. Donc voilà, bravo les gars. Demain, la chronique du vélo fait sa rétro sur qui, mon Robin? Sur Raymond Poulidor et Jacques Anquetil dans le Puy-de-Dôme. Ah, là c'est intéressant. Là ça devient Ça intéressant. provoque les rires des Ouais, de la gens, régie. des gens dans la régie. Full vénère, Polo. Mais non, le Polo est très heureux d'avoir Je suis gagné. pas du tout vénère, je suis heureux, je recolle au C'est score au quiz, honteux. on a fait une belle émission, demain ce sera encore mieux. En plus, demain je la présente l'émission, je la fais ce que tu n'es pas là. Exactement, Polo. Il y aura J'ai hâte, hein. une nouvelle équipe. Polo à la présentation. Jean-Noël Cossil, qui est déjà venu avec nous sur ce plateau-là, sera avec nous et prendra ta place, Polo. Exactement. Donc voilà, Jean-No, on est impatient de l'avoir sur son plateau. Vous allez Ouais, voir c'est la famille. sa science qui a fait un livre sur le Tour de France. C'est un puits de science, Ouais. un puits de connaissances. Et ce col mythique du Puy-de-Dôme n'aura plus aucun secret pour vous. Donc les rouleurs, on se retrouve évidemment demain à 11h sur Roue Libre et sur le stream. Gros bisous à tous. Ciao le chat. Salut. DCE Productions on the track.